robotique, avec des grandes évolutions en matière de droit, de sens au travail, de charge mentale. Alors quels sont les enjeux qu'on a esquissés, qu'on a commencé à esquisser? Eh bien c'est en gros sortir du site propre. C'est-à-dire vous avez à gauche toujours le robot industriel qui est en train de fabriquer votre voiture et dans lequel il n'y a aucun humain qui partage l'espace d'évolution de ce robot. Et à droite, ben, ce n'est pas une image de fiction. Ça, c'est une image que j'aurais pu prendre, mais c'est une image publique, celle-ci. C'est le robot Next Stage de Kawada Industries. Alors j'aime bien citer cette société parce que c'est une société qui serait, si vous voulez, l'équivalent de Bouygues. Donc qu'est-ce qu'elle fait, cette société? Elle fabrique des buildings, elle fabrique des ponts, elle est dans le secteur donc des travaux publics au sens large. C'est la société qui a construit le Skytree à Tokyo. Accessoirement, elle fait des hélicoptères aussi. Donc une diversification d'activités. Et en fin des années 90, c'est une société qui répond à un appel d'offres lancé par le double tutelle du ministère de l'économie et du ministère de la recherche au Japon, à l'initiative du professeur Inoue, qui est un collègue là, de l'université de Tokyo qui a pris maintenant sa retraite, qui lance un grand projet de dire on voudrait fabriquer un robot humanoïde, non pas pour des applications pratiques, mais pour des universités, pour stimuler la recherche en robotique. Et c'est le projet Humanoid Robot Project, HRP, qui va donner le HRP1, HRP2, HRP3, etc. Et vous avez vu le HRP2. Cette société-là répond à l'appel d'offres et fabrique un peu plus d'une vingtaine de robots humanoïdes HRP2 tels que vous les avez vus là. Et grâce à une collaboration entre le CNRS et l'AIST, qui est un centre de recherche japonais, on a un laboratoire commun qui se crée. Et dans ce cadre-là, le CNRS achète ce fameux robot que vous avez vu. D'accord ? Donc c'est pour des universités. C'est pour vraiment à vocation. Donc il n'y a pas de finalité vraiment pratique. Très bien. Donc pour cette société-là, c'était clair qu'elle a dû rentrer dans ses fonds. Enfin, ce n'était pas des investissements sur lesquels elle allait rentabiliser à long terme sur le produit qu'elle avait fabriqué. Alors ce qui était très intéressant pour les laboratoires, que c'était plus un prototype fait par des chercheurs dans un coin, dans un garage. C'était vraiment une plateforme qui répondait à un cahier des charges industriel. Et on l'a acquis, ce robot-là, en 2006. Il est arrivé, ça fait 12 ans qu'on travaille avec tous les jours. Une fois, bon, il y a eu un moteur du bras qui a été grillé, donc ça c'est très facile. Vous démontez le bras, vous l'envoyez au Japon, vous le remontez. Ça serait bien si la chirurgie, ça pouvait être ça, mais pour nous, mais voilà. Mais on a eu très peu de soucis là-dessus, donc c'est vraiment très bien. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que après quelques années comme ça, la société s'est dit, mais bon, on va essayer d'exploiter notre savoir-faire pour essayer de mettre des robots, ouvrir un marché industriel de la robotique humanoïde. Et ils sortent ce robot-là. Alors vous voyez que ça ne ressemble plus du tout au robot que je vous ai montré. Hein. C'est un robot à bibras, à 2 bras, avec une petite tête ici qui porte une espèce de Kinect, hein, de système de vision, si vous voulez, et puis qui n'a même pas de jambes. Il peut être placé sur une plateforme mobile, mais la locomotion est vraiment un domaine un petit peu difficile. En 2013, l'entreprise Kawada me fait visiter le premier site d'intégration de ce type de robot, parce que je voulais comprendre comment on intégrait un robot dans une chaîne de montage, comme je vous l'ai dit. Et donc on va visiter l'usine Glory. Donc l'usine Glory, c'est une petite usine de 300 personnes, une PME, au nord de Tokyo, qui produit des distributeurs automatiques de billets de banque
et des caisses enregistreuses. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la précision de la mécanique pour distribuer des billets de banque. Hein. C'est rare qu'ils se trompent, hein, même si à chaque fois on espère, mais c'est quand même extrêmement rare. Donc c'est des machines de très très haute précision. Et il y a des chaînes donc, de production et ils n'ont pas changé leur modèle de production. C'était simplement donc remplacer un opérateur par un autre opérateur, mais sans changer. Donc il fallait partager l'espace, hein, partager l'espace physique. Alors du point de vue sécurité, on va y revenir, je le reprendrai tout à l'heure, c'était relativement simple parce que c'est des machines qui sont très peu puissantes. Hein, c'est-à-dire vous mettez le bras pour l'empêcher, elle s'arrête, elle ne vous blesse pas, c'est léger, et ça fait des petites opérations très, très simples, minutieuses, des vissages, des choses comme ça. Pas avec une main universelle, simplement le bras est un bras porteur d'outils, et vous avez plein d'outils autour où le robot va sélectionner l'outil qu'il faut. Donc j'ai dit 2013, il y a 3 robots en expérimentation. Je refais une visite en 2016, 3 ans après. Il y a plus de 20 robots sur le site de production. Sur le même site, le même endroit, il y a 20 robots et qui sont là avec des opérateurs qui vont évaluer ça. Donc là, si je prends cet exemple, vous avez vraiment une stratégie industrielle qui est relativement typique du Japon par la diversité des produits, enfin des secteurs d'investissement dans lesquels ils ont fait. Moi, je rêverais qu'en France, il y ait Bouygues qui fasse des robots. Bouygues utilise des robots hein, sur les chantiers, on aurait pu évoquer ce secteur-là, mais qui investissent vraiment dans ce type de technologie. Et ça a été des programmes d'investissement donc, soutenus, encore une fois, par les pouvoirs publics au Japon, hein, sur lesquels un industriel donc, a répondu à un appel d'offres et se crée un savoir-faire qu'il développe ensuite en tant qu'entreprise. Alors donc, sortir du site propre, donc là, on a des robots, encore une fois, très légers, etc. Bon, mais il va falloir penser à peut-être des machines qui soient un peu plus puissantes et tout. Et je vais vous montrer en termes de recherche ce qui se fait de mieux en termes de recherche pour l'impératif de sécurité. Ici, vous avez donc Sadine Adadin qui vient de créer ça, qui à ce moment-là était un doctorant au DLR, qui est l'équivalent du CNES en Allemagne. Eh bien, vous voyez ce qu'il est en train de faire ici. J'ai testé hein, cette expérience. Alors, je n'ai pas mis ma tête, hein, j'ai mis ma main. Mais vous avez un robot qui est à pleine vitesse, qui est vraiment à pleine vitesse. Hein, et il n'y a pas de programme d'arrêt du robot. Il est à pleine vitesse. Simplement, avec le choc, simplement, il s'arrête. Autre expérience, par exemple, vous avez un robot avec un couteau extrêmement pointu sur une table comme ça, et il va s'arrêter. La lame ne va pas s'enfoncer de plus d'1 millimètre. C'est-à-dire vous avez là vraiment des technologies haut de gamme en termes de contrôle automatique. Là, on est vraiment dans l'automatique. Hein. On ne peut pas parler d'intelligence artificielle, quoique je trouve que c'est pas mal. Hein, mais en tous les cas, ce sont des techniques mathématiques de l'automatique, hein, c'est-à-dire résolution d'équations différentielles hautement non linéaires, en fait, etc., qui sont résolues dans des temps. Vous sentez bien que c'est en dessous de la milliseconde, hein, les temps de réaction, pour stopper entièrement la machine. Ici, vous avez un autre exemple. Donc ça vient de l'université de La Sapienza, à Rome, où vous avez donc, vous voyez, un opérateur qui est en train de toucher le robot, de le prendre. On verra dans quel secteur on peut l'utiliser. Puis nous, on s'est amusé à travailler avec des chorégraphes et des danseurs hein, qui voulaient faire une chorégraphie avec le robot. Donc là, vous voyez que le robot est quasiment en pleine chute et il est en train d'interagir physiquement hein, avec ici un danseur pour une chorégraphie qui n'a jamais vu le jour. Hein, mais voilà. Donc, une des clés, c'est la maîtrise de l'interaction physique, donc absolument fondamentale, et qui amène à cette notion qui va être la notion de cobotique, c'est-à-dire du robot collaboratif,
où vous avez, en gros, pour résumer les choses, vous avez des opérations qui nécessitent de la force humaine, de la dépense d'énergie, toujours la gravité. Vous allez demander à la machine de s'occuper de la gravité. Et vous, l'opérateur, enfin le travailleur avec la machine, va s'occuper de la précision. Précision du geste, précision donc, le robot soutient la charge et vous avez Bien, donc maîtrise de l'interaction physique, et là je voudrais rajouter donc la deuxième dimension, c'est le défi de la mobilité. Alors qu'est-ce que je veux dire? Et là on en revient à l'aéronautique et aux questions qui étaient posées dès le départ. Défi de la mobilité, voilà, comment une machine peut-elle intervenir dans des environnements comme ça? Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que Airbus s'y intéresse réellement en amont et soutient des projets à la fois avec le Japon ou avec nous au LAS et aussi à Montpellier. Donc vous voyez, les deux sigles, là vous avez CNRS et AIST, l'établissement public de recherche dont j'ai parlé donc, au Japon. Et au milieu, il y a Airbus, c'est-à-dire il y a des projets communs sur le soutien à la recherche pour des robots de ce type-là, hein, qui sont des robots humanoïdes, qui n'interviendront jamais dans ce que je vous ai montré, mais qui sont pour évaluer les potentialités des recherches dans ces secteurs-là. Donc voilà un exemple où on voit, typiquement, quand on voit ce qu'est l'intérieur d'un Airbus, d'un avion, on sent bien que c'est pas tout à fait pareil que l'industrie automobile telle qu'elle s'est développée. Alors si on passe maintenant plus directement à robotique et emploi, cette image-là est une image extraordinaire, qui est l'image d'une usine Foxconn en Chine, qui est l'usine qui, je résume, fabrique vos téléphones portables. On aurait pu croire que c'était une photo prise au début du XXe siècle. Elle date de 2006. Vos téléphones portables sont fabriqués comme ça. Les conditions de travail dans ces usines sont absolument épouvantables. Hein, les travailleurs dorment sur le site. Il a été même mentionné qu'il y avait des dortoirs et qu'on a équipé les murs extérieurs de filets pour réduire le nombre de suicides. Enfin, il y a des conditions de travail qui sont vraiment... Et donc là, un rapport de force qui est promené dans les dimensions sociales de ces emplois-là, c'est que ces emplois-là vont être remplacés par des robots. Et donc il va y avoir la suppression de ces emplois. Quelles conséquences, quel choix stratégique il faut faire? Faut-il maintenir ce type d'emploi qui tient de l'esclavagisme? Faut-il repenser, faut-il l'automatiser? C'est clair que assembler un téléphone portable, le travail d'une manière générale c'est dégradé dans la mesure où la fonction exercée par le travailleur est complètement noyée, ne prend plus sens dans une production. Il est complètement interchangeable, il n'y a plus de savoir-faire, donc on parle d'emploi plutôt que de travail à ce niveau-là. Vous avez un deuxième exemple ici, qui vient de Cola, donc d'une société là aussi de travaux publics, qui est, donc vous avez des ouvriers là qui sont en train d'étaler du goudron. On sent bien que la tâche doit être un petit peu pénible, mais surtout ce sont des machines qui sont relativement lourdes. Et bien là, vous avez donc des systèmes d'aide qui vont supporter la charge pour faciliter ça. Alors vous avez des exemples dans l'agriculture, ici je pense que c'est des trayeuses automatiques ou des choses comme ça. Puis dans le domaine des services, je vous remets un robot de type Roomba ici. Et ici vous avez donc un schéma de l'évolution des secteurs d'activité sans autre commentaire. En bleu, ce sont les services. En rouge, l'industrie, vous y voyez mieux que moi. Ou alors,
je me retournerai pour voir un peu mieux, c'est ça. Le domaine de la construction, je pense que c'est en vert, et on l'a déjà mentionné, l'agriculture, donc en bleu. Et vous voyez que là, il y a un espèce de vase communicant, enfin de vase communicant, en tous les cas c'est un constat, c'est que tous les emplois, le taux d'emploi supprimé dans un secteur, prenons le secteur industriel, se retrouve dans le secteur des services. Mais ici, on n'a pas mis le taux de chômage, hein, on n'a pas mis c'est uniquement en termes sectoriels. Voilà, je voulais simplement faire court. Je pourrais développer un tout petit peu, mais je préfère qu'on ouvre la discussion. Donc sur à la fois les menaces réelles qui posent les problèmes de société, c'est-à-dire la disparition du travail. On peut questionner ça comme ça. Je pense qu'il faut rentrer peut-être un peu plus dans la nature des questions qui seront posées, et aussi les opportunités. Les opportunités, ce que j'ai suggéré là, c'est qu'on a des nouveaux objets technologiques, des nouveaux robots qui peuvent être parfaitement accessibles à des sociétés, à des petites sociétés qui n'envisageaient pas d'investir comme on l'a fait dans l'industrie automobile, où on sent que les investissements sont extrêmement lourds. Dernier commentaire sur des coûts d'intégration d'un robot. Si vous prenez une base de 100, un coût à 100 euros, pas à 100 euros, mais prenons une base de 100, l'achat du robot lui-même représente 30%. 33%, allons-y, un tiers. L'achat du robot physique. Les deux autres tiers, c'est l'intégration. C'est donc les logiciels qu'il va falloir mettre en place pour l'adapter aux besoins de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que vous avez tout un secteur industriel là, qui est le secteur d'intégration, alors là, qui pour le coup travaille dans les technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire en termes de perception, en termes de commande des systèmes, en termes de gestion de la ligne de production, de l'adaptabilité de la machine à son environnement. Donc ça a un coût qui est 2 fois supérieur au coût de la machine elle-même.